Bonjour, bienvenue dans la nouvelle séquence de Smart Women, alors l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Vous savez que j'y reçois chaque mois des personnalités, des hommes, des femmes qui partagent ma conviction que les femmes doivent occuper leur juste place dans les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique ou autre. Et il en va à la fois d'un meilleur équilibre de notre société et tout autant de l'optimisation de nos capacités de croissance au niveau économique. Sans compter d'ailleurs un point qu'il faut rajouter, qui est que la nécessité de voir une égale contribution des femmes et des hommes à la construction du monde futur, notamment au travers de tout ce qui est intelligence artificielle, afin que les unes comme les autres y trouvent le climat le plus favorable possible. Alors, aujourd'hui, je recevrai tout d'abord Moussa Camara, qui est le président fondateur de l'association Les Déterminés. Les Déterminés qui réalisent un travail absolument remarquable dans l'accompagnement des jeunes des quartiers populaires pour leur donner à la fois envie et confiance en eux dans leur capacité d'entreprendre. Et puis je recevrai ensuite Nathalie Bala, qui est investisseur, qui est entrepreneur et qui était notamment étant, le terme étant faible, la coprésidente de la Redoute, une maison qui a été totalement transformée, comme on le sait. Et Nathalie donc, pourra témoigner à la fois de son parcours et de sa vision des femmes dans le monde économique. Je commence donc immédiatement avec Moussa Camara. Bonjour Moussa Camara. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Moussa, vous êtes désormais bien connu pour avoir créé l'association Les Déterminés. Alors Les Déterminés, je dois dire que l'appellation ne tient pas du hasard, puisque cette détermination, qui frappe d'ailleurs quand on vous rencontre, la première fois que je vous ai vu, ça a été pour moi assez flagrant, mais cette détermination finalement c'est à la fois votre viatique et puis c'est ce qui vous permet d'avoir toute cette énergie que vous déployez en permanence et que vous arrivez à insuffler à toutes celles et ceux qui vous approchent. Alors, je voudrais que vous nous parliez tout d'abord de l'histoire des Déterminés. Pourquoi vous l'avez créée en 2015 ? Pourquoi avez-vous créé cette association ? Quelle était votre motivation ? Quelles étaient vos ambitions ? Vous le dites bien, l'histoire d'un déterminé, c'est l'histoire aussi d'hommes et de femmes qui, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur origine sociale, le diplôme, là où ils sont, ce qui va les caractériser, c'est leur force, c'est leur énergie, c'est la niaque, c'est la détermination. J'ai voulu créer ce projet il y a maintenant 8 ans parce qu'il y avait une vraie volonté d'émancipation économique des habitants, des femmes et des hommes qui étaient dans nos quartiers, dans nos territoires, qui malheureusement, malgré l'envie, l'énergie, n'avaient pas forcément les opportunités présentes devant elles. Et ces personnes-là, on a voulu les accompagner en leur mettant un cadre, une structure, une formation qui est totalement gratuite pendant plus de 6 mois. On va venir sur les modalités et tout ce que vous faites, mais votre motivation de départ, c'était bien celle-là. Mais au-delà, voilà, c'est de dire comment on peut contribuer à la réussite des autres. Et cette réussite, elle doit être non seulement collective. Oui, vous avez tout à fait raison. Ouais. Et en plus, ça permet de montrer à quel point il y a une capacité de dynamisme entrepreneurial dans des quartiers, alors qu'on en montre souvent une image qui est bien sûr loin de cela. Donc, Bien sûr, bien sûr. Il y a une belle dynamique qui existe et qui est bien présente. Il faut maintenant savoir l'accompagner, la valoriser et la mettre en lumière. Bien sûr. Et alors, quels sont aujourd'hui les moyens justement de l'association quels moyens humains combien de jeunes vous accompagnez, vous avez accompagné jusqu'à présent? Aujourd'hui, les moyens de l'association ont bien grandi en 8 ans. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. C'est plus de 55 promos qui ont été lancés, plus de 6000 personnes sensibilisées, 1000 personnes 1200 personnes qui ont été accompagnées entre 6 mois et 1 an. C'est du présentiel et c'est vraiment des gens qu'on voit au début et pendant plus de 6 mois, minimum à 1 an, on les accompagne. Aujourd'hui, c'est plus de 600 entreprises créées. Ah oui, 600 entreprises, c'est formidable. Dans ces 600 entreprises avec une durée de vie en plus, oui, qui 80% sont encore en vie, d'entre elles, 3 ans après, elles sont encore debout, elles sont encore en vie, elles vivent. Et le chiffre dans lequel on est le plus fier, c'est plus de 64% de femmes
Ah oui, qui ont été accompagnées. Ça, c'est remarquable. Ça veut dire autant de femmes que d'hommes partout dans les territoires et dans toutes les promotions. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un chiffre tout à fait remarquable. Donc la promotion, donc c'est une promotion tous les 6 mois, c'est ça? Il y a en gros. C'est une promotion tout le temps, toutes les semaines, on lance une nouvelle promotion. Oui, hier, à peine, j'étais en train de lancer la promotion à Cergy-Pontoise. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, je pars à Lyon pour ouvrir la nouvelle promotion. Donc aujourd'hui, on a une centaine un peu de programmes, on va dire, entre guillemets. En cours en même temps. En cours en même temps, on est en capacité de le faire. Et l'objectif, c'est comment on arrive à faire vivre sur chaque territoire, l'accompagner, lancer cette dynamique. Et c'est prenant, ça prend du temps, mais c'est tellement passionnant, il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins que finalement, vous y trouvez, même quand on fait beaucoup, on a l'impression qu'on fait pas beaucoup, on n'en fait pas assez. Ah, ça, on en parlait juste avant. L'entrepreneur a toujours envie de faire plus, de faire plus vite, mais bon, chaque action est très importante et ce que vous faites est vraiment à cet égard très significatif. La promotion donc dure 6 mois, hein, c'est ça le temps de formation, c'est 6 mois. C'est 6 mois minimum. D'accompagnement permanent. En présentiel à 100%. En présentiel à 100%, et avec des coachs, avec des interventions. Exactement. On a des intervenants de qualité. On a aussi des formateurs qui viennent pas forcément de la formation professionnelle, mais qui ont une compétence, qui exercent un métier. Et derrière, nous les accompagnons pour pouvoir transmettre à des entrepreneurs. Parce qu'il faut savoir que on a la chance d'avoir une multitude d'entrepreneurs qui viennent de différents horizons, avec des parcours vraiment divers et variés. Certains qui sont diplômés, d'autres pas du tout diplômés, d'autres avec une expérience professionnelle, d'autres sans forcément avoir d'expérience professionnelle, et se retrouvent pendant 6 mois avec un projet d'entreprise ensemble. Donc nous, le plus important, c'est que les intervenants puissent comprendre cette dynamique qu'il y a dans chaque promotion, et de se dire, voilà, comment on tire le meilleur de chacun pour arriver à l'objectif final, qui est la création de leur entreprise ou le développement de leur société. C'est ça l'objectif. Et pour ça, il faut qu'on soit le plus pragmatique et que ça soit pas c'est du sur-mesure scolaire, en fait. quoi. C'est pas, en fait, ça faut pas que ça soit scolaire. C'est du sur-mesure, mais en collectif. En même temps, on sait s'adapter parce qu'il y a de l'accompagnement individuel. Ça prend en compte les avancées des projets et ceux qui sont les moins avancés. On travaille beaucoup, par exemple, sur l'éducation financière des entrepreneurs. C'est quelque chose qui est hyper important parce qu'ils comprennent bien, qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qu'ils vendent, combien ils le vendent, est-ce qu'ils le vendent en bon prix, est-ce qu'ils le vendent pas assez, est-ce qu'ils le vendent trop cher, comment est le marché. Le marché est hyper important. Pour nous, c'est inconcevable qu'un entrepreneur puisse sortir du programme des déterminés sans connaître du bout des doigts son marché. Oui, c'est hyper important. Donc on leur donne tous les outils nécessaires qui va faire en sorte qu'au bout de 6 mois, ils sont prêts, ils sont armés pour pouvoir vraiment démarrer et réussir. Et réussir leur projet. Et malgré tout ça, l'entrepreneuriat, vous le savez mieux que moi, c'est des destins qui ne sont pas les mêmes. Certains échouent très bien et d'autres pas. Et certains réussissent. Et c'est aussi le destin et la vie de l'entrepreneur. Personne ne peut garantir la réussite. Bien sûr. Nous, ce qu'on garantit, c'est l'accompagnement. C'est les moyens pour accompagner. Exactement. Alors, ce qui vous a permis aussi d'en arriver là, puis après, on va parler quand même des femmes, effectivement, puisque c'est l'objectif, c'est aussi que vous avez su convaincre largement autour de vous à la fois des grandes entreprises, des politiques, des médias. Là, vous avez par exemple un partenariat avec Bismart. Ça fait 1 an que vous travaillez avec eux. Donc, comment vous y êtes pris pour justement obtenir autant de soutien et aussi qualitatif, en fait? Pour moi, c'était hyper important quand j'ai fondé Les Déterminés, qu'il y avait un lien permanent avec l'écosystème économique. Je ne pouvais pas concevoir de créer un projet autour du développement économique des quartiers, des territoires, de femmes et d'hommes qui ont envie d'entreprendre, sans être connecté avec l'ensemble des décideurs économiques de notre pays. C'était pas possible, c'est inconcevable. Donc pour moi, le lien était naturel. Et du coup, moi, quand je commence ce projet, j'ai aucun réseau. Je viens pas du monde économique. J'ai pas mes parents qui travaillent ils ont pas de grande entreprise. Il y a personne. J'ai pas de référence entrepreneuriale autour de moi. Donc du coup, je prends mon bâton de pèlerin. Et vous êtes déterminé. Et voilà, je suis déterminé. Et moi, ma force, c'est que j'avais un projet. Et je dis souvent aux entrepreneurs, deux fois on me pose la question, comment ça se fait que tu as aussi un large réseau aujourd'hui, etc. Je lui dis, moi, le réseau, je l'ai eu parce que j'avais un projet solide. Bien sûr.
Si j'avais pas de projet, j'aurais jamais ce réseau. Jamais de réseau. Donc je dis tout le temps, c'est le projet qui génère le réseau. Qui fait le reste. Et parce que j'avais un projet qui rassemblait et qui était collectif, que j'ai pu rencontrer des chefs d'entreprise, j'ai pu rencontrer des dirigeants MEDEF, j'ai pu rencontrer les collaborateurs et notamment vous à BNP Paribas. J'ai pu embarquer aussi chez Mazars, j'ai pu embarquer des médias comme Bismart et plein d'autres. Et ça, pour moi, c'est la force parce que je pense que les personnes qu'on accompagne, qu'elles viennent des quartiers ou de territoires ruraux, elles n'entreprennent pas pour rester dans leur quartier ou dans leur territoire. Au contraire, parfois, certains ont une ambition, ils ont un développement local, et il faut respecter tout ça. Et il y en a d'autres qui ont des ambitions beaucoup plus grandes et qui veulent se déployer un peu partout. Et du coup, pour ça, il faut être connecté avec l'ensemble de l'écosystème. Bon, c'est exactement ça. Alors, parlez-moi quand même des filles, des femmes dans tout ça, parce que vous dites 64% dans les promotions actuelles. Est-ce que ça a été le cas dès le départ ? Comment vous avez fait et qu'est-ce que vous observez de particulier chez les femmes par rapport justement à cette volonté d'entreprendre et cette capacité de succès ? Moi, je le dis, ça a été naturel. Je dis toujours que moi, je ne me définis pas comme un militant de la cause féminine, mais ça me touche parce que pour moi, ça a été naturel. Quand on lance le premier programme des déterminés, à parité, il y a autant de femmes que d'hommes. Dès le départ ? Dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, on a fait ce choix. Moi, naturellement, j'ai grandi dans un quartier, je suis un homme, j'ai un réseau majoritairement masculin. Si je lance un projet comme les déterminés, et je ne l'ouvre pas dès le début. Mais il fallait arriver à les convaincre. Il fallait arriver à les convaincre. Oui. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à les convaincre. Et surtout, ce qui s'est fait naturellement, c'est celles qui ont entrepris les premières. Et pas dans des business qui sont autour du bien-être ou qu'on veut tout le temps renvoyer aux femmes. C'est des business qui ont été de la logistique. Tous les métiers. C'est tous les métiers qui étaient ouverts. Elles ont réussi. Et naturellement, comme elles ont réussi, on a mis les femmes en avant. Parce qu'elles avaient réussi leur projet. C'est ça. Donc vous en avez plus parlé, vous l'avez plus valorisé. Et du coup, on les a mis en avant. Finalement, ça a permis à d'autres femmes d'avoir aussi des gens, des rôles modèles, des gens qui ont entrepris comme elles, qui venaient parfois, qui partageaient la même passion et les mêmes parcours. Et du coup, ça a naturellement attiré beaucoup plus de femmes. Parce que, et ça s'est fait naturellement. Rien n'était calculé, rien n'était... voilà. Il y avait une volonté d'avoir autant de femmes que d'hommes, naturellement. Mais pas de formation spécifique, pas d'accent particulier. Mais on en est très fiers aujourd'hui parce que quand on regarde, moi à l'époque, quand je regardais les chiffres de création d'entreprises de la part des femmes, au niveau national, c'était ça dépassait même pas les 20%. Aujourd'hui, voilà, avec tout le travail, en 2021... je crois que les derniers chiffres, il y a 2021, c'était 44% des femmes qui étaient créatrices d'entreprises. Donc du coup, il y a une vraie évolution. Parce qu'il y a un moment d'initiatives aujourd'hui qui sont pris pour mettre en avant des femmes entrepreneurs. Il y a des fonds d'investissement, il y a des initiatives comme Sista et d'autres. De toute nature, bien sûr. Mais justement, qui font avancer la cause. Parce que vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'actions, ça c'est quand même très positif. C'est très positif. Néanmoins, on voit bien que dès qu'on rentre dans des spécificités, c'est-à-dire quand on prend les entreprises de plus de 10 salariés, quand on prend la tech, quand on prend... on se retrouve avec un pourcentage qui tombe énormément. Donc pour le mot de la fin, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux, de plus de différent pour accélérer encore ce mouvement des femmes qui prennent leur place ? Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on part de très très loin. Et comme on part de très très loin, c'est pas... Et en fait, avoir plus de femmes dans l'écosystème économique, c'est pas un combat que de femmes. C'est un combat qui est nécessaire pour tous. Parce que les bienfaits derrière ça, ils sont hyper importants. Quand vous avez, en tant que jeune garçon, quand vous avez votre mère qui entreprend, qui développe une entreprise, qui a des salariés, qui réussit son entreprise, quelle est la meilleure ambition qu'on peut donner à ces hommes et ces femmes, enfants, pour se projeter dans leur avenir ? Il n'y a pas meilleur. Et du coup, c'est une nécessité. Alors, pour faire plus, il faut mettre les moyens, il faut les mettre plus dans la lumière, il faut aussi que tous les corps économique, politique puisse jouer un rôle hyper important. Moi, je ne peux pas accepter que quand une femme a un projet, on va moins lui financer son projet qu'un homme. Raison, bien sûr. Pourtant, il est meilleur son projet, qu'il y a plus d'impact, ça va être vecteur de création d'emplois plus qu'une entreprise classique.
et on va moins soutenir. Et donc, du coup, là-dessus, il y a un vrai sujet sur lequel il faut qu'on mette la pression au fonds d'investissement, mais une pression naturelle, positive. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas contraindre les gens, il faut que ça devienne normal. Il faut que dans les prochaines années, en fait, il n'y a plus ce sujet. Même aujourd'hui, en 2023, je ne comprends même pas pourquoi c'est encore un sujet. Écoutez, c'est le mot de la fin, Moussa, parce que là, avec toute l'énergie que vous venez de mettre à défendre quelque chose qui nous paraît naturel, mais qui pour autant ne l'est pas encore totalement, il faut continuer. Donc je sais que vous allez le faire. Vous allez continuer à agir, vous allez continuer à parler, vous allez continuer à mettre en lumière. Et pour tout cela, on vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonjour Nathalie Bala. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être là. Nathalie, une réaction à chaud par rapport aux propos de Moussa à l'instant? Oui, je suis impressionnée. En fait, je savais pas. Donc, je connaissais en fait son association, les déterminés, et c'est top ce qu'il fait. Mais alors, je suis encore plus impressionnée parce que je ne savais pas qu'il arrivait à faire émerger 64% de femmes entrepreneurs. Oui, je crois que c'est un des meilleurs scores qu'on puisse connaître. C'est génial. Donc, ça montre que c'est possible. Exactement. Bon, alors, Nathalie, comme je le disais en introduction de notre émission, alors vous êtes entrepreneur, investisseur ou investisseuse, et vous avez notamment co-dirigé la Redoute. Là, c'est une maison qui était un petit peu endormie, à qui vous avez redonné toute sa vitalité en la transformant finalement du sol au plafond. Et vous l'avez cédé il y a peu, c'est le groupe Galeries Lafayette qui l'a repris. Alors, la presse business en a parlé et a souligné, on pourrait le faire encore plus, mais a souligné la belle opération qui a été faite par ceux de vos salariés qui vous ont fait confiance et qui sont donc entrés dès le départ dans le plan d'actionnariat salarié que vous aviez bâti à cet effet et qui aujourd'hui, bien sûr, sont très heureux de ce qu'ils en ont retiré. Donc je pense que c'est un point, je voulais le souligner, bon, c'est plus dans l'actualité, mais je voulais le souligner parce que quand on parle de partage de valeurs ô combien légitime, ça fait partie effectivement des armes que l'on a à cet égard. Oui, c'était à la base dans notre projet intégré avec Éric Courteil. On avait une conviction, on savait qu'on devait transformer de fond en comble la Redoute, qu'on avait besoin des collaborateurs pour le faire, parce qu'une stratégie sans exécution, sans bonne exécution, ça ne marche pas. Et donc, dès le départ, on s'est posé et on s'est dit que c'était juste normal, finalement, d'ouvrir le capital à l'ensemble des collaborateurs, tout en gardant, bien sûr, le contrôle, parce qu'il faut bien qu'il y ait une personne qui décide, ou en fait un binôme qui décide. Mais en l'occurrence, pour nous, c'était tout à fait normal. On nous donnait pour mort. On savait qu'on avait besoin de toute l'énergie de l'ensemble des collaborateurs pour réussir à assurer l'avenir de l'entreprise. Et on est vraiment ravis d'avoir pu faire participer un aussi grand nombre de personnes au capital et au succès de cette aventure. Non, mais il faut vraiment, encore une fois, un message à tous les médias, il faut vraiment relayer ce type de résultats parce que c'est très significatif et ça montre bien qu'on peut être patron, diriger, redresser, développer. Et en même temps, bien évidemment, c'est nécessaire partager la valeur issue du travail de chacun. Oui, on a galéré pendant un certain nombre d'années et on a dit aux collaborateurs que voilà, ça serait la galère, que ça serait dur, que ça serait pas facile tous les jours. Mais qu'on allait y arriver ensemble. Voilà, qu'on allait y arriver. Exactement. Et le succès est absolument collectif. Bien sûr. Alors Nathalie, je voulais vous savez que on a toujours besoin de rôle modèle. D'ailleurs, Moussa Camara l'a dit également. Donc vous en êtes éminemment un rôle modèle. Donc je voudrais que vous nous parliez, on fera 2 temps dans notre émission. On parlera après, bien sûr, de votre regard sur la position des femmes dans l'économie. Mais au départ, parlez-nous finalement de votre parcours. Quelles ont été les étapes qui vous ont mené jusqu'ici aujourd'hui ? Oui, alors moi je viens d'une famille de parents immigrés, en fait, qui sont arrivés en France et qui ont été accueillis par la France. Et d'un papa en fait qui a laissé son pays natal pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Je pense que ça c'est assez formateur et c'est très fort. Donc moi j'ai toujours eu ce sens de la liberté, de la nécessité à être bien éduqué et cette volonté aussi d'entreprendre, de réussir et de montrer finalement que tout était possible. Ouais. Et donc, du coup, ça a été un peu mon fil directeur. J'ai fait une école de commerce assez classique, le SCP. Ensuite, j'ai fait un doctorat à l'université de Saint-Gall. Et j'ai tout de suite démarré dans le commerce parce que je savais que je voulais faire du commerce et que je voulais entreprendre dans le commerce. Mais j'osais pas encore entreprendre et me lancer seule, de manière indépendante en direct. Donc, j'ai fait mes armes dans de très belles maisons où j'ai appris mon métier. Et le moment voulu, en fait, j'ai pu rejoindre PPR qui, à l'époque, voulait céder la Redoute, voire en fait l'ensemble de ses activités de vente
par correspondance. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée, en fait. Vous l'avez saisie immédiatement. Dans l'entrepreneuriat. Et la Redoute, vous l'avez donc dirigée, co-dirigée pendant... Alors, j'ai rejoint la Redoute en 2009 et j'ai co-dirigé la Redoute à partir du moment où on a repris ensemble avec Éric Courteil à partir de 2014. D'accord. Donc, en fait, on a oui, ensemble... vous connaissiez déjà la maison de l'intérieur et après, vous l'avez co-dirigée. Tout à fait, oui, donc, là aussi, un bel enjeu, un beau challenge que vous avez parfaitement relevé. Et donc, je suppose que vous avez devant vous d'autres projets, d'autres challenges dans lesquels vous vous lancerez. C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais vous avez des projets. Oui, alors je pense qu'une fois qu'on est tombé dans l'entrepreneuriat et qu'on aime cette énergie, et finalement... vous en parliez tout à l'heure, on a un projet, on est porté par ce projet et finalement c'est plus une passion que, je dirais, un travail. Et je pense que quand on est habité par cette volonté d'avoir un impact, de trouver des solutions à des problèmes, ça peut pas être juste une fois, c'est quelque chose finalement qu'on veut refaire. Qu'on refait. Et donc bon, là je me laisse quand même un peu le temps... de réfléchir, de voir différentes options. De regarder les options, mais l'idée, c'est bien d'avoir un impact et de pouvoir en fait améliorer le plus largement possible la vie au quotidien des gens dans l'éducation ou la santé grâce à la technologie. Oui, c'est deux thématiques qui vous intéressent particulièrement et qui sont vraiment au cœur de nos besoins d'aujourd'hui. De toute façon, l'éducation, on sait à quel point ça pourrait changer en mieux les choses si on arrivait à donner toute l'éducation, notamment économique, à l'ensemble de la population. Oui, je pense que notre système éducatif est encore un peu à l'ancienne. Alors très important parce qu'on a besoin d'une culture générale, mais que tous les sous-jacents de la culture financière et économique, en fait, ne sont pas du tout enseignés. D'ailleurs, ça a été un de mes grands regrets quand on a ouvert le capital à l'ensemble des collaborateurs. Les ouvriers ont le moins souscrit. Tous, ils sont pas venus. Parce qu'il y avait, je pense que cette culture économique n'était pas suffisante. Voilà. Et puis beaucoup de fausses idées développées par certains. Bon. Alors, au-delà de tout ça, vous faites partie justement des patronnes engagées dans l'accompagnement de la promotion des femmes. Vous avez notamment, mais pas que, vous avez été cofondatrice à l'initiative Sista. J'avais reçu d'ailleurs Tatiana Jama sur ce plateau il y a quelque temps. Donc vous avez différentes actions de cette nature. Donc là aussi, parlez-nous de cet engagement. Comment vous le concevez? Est-ce que vous l'aviez depuis le début? Est-ce qu'il vous est venu après? Comment ça s'est passé? Oui, alors c'est venu relativement tard. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on est engagé. Et finalement, pour moi, ça s'est quand même relativement bien passé. Donc, je ne me suis pas forcément posé énormément de questions. C'est plus quand j'ai accédé à la direction générale et quand je suis devenue PDG en fait, de la Redoute, que je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais quand même énormément d'hommes et très peu de femmes. Surtout dans des niveaux élevés. Dans les niveaux élevés. Et c'était, pour moi, c'était désagréable. Parce qu'en fait, en gros, je trouve qu'une société où finalement, il y a un équilibre, c'est quand même plus intéressant et c'est plus riche. Donc, je me suis posé la question de pourquoi et ce qu'il fallait faire pour que les choses changent. Et quand Tatiana Jama et Céline Azort ont eu l'idée de Sista et nous ont en fait rassemblés autour d'elle pour confonder Sista. Oui, vous êtes trois à avoir été vraiment les faits du départ, en fait. Exactement. Et ça m'a paru comme une évidence. Et je pense que bien sûr, ce n'est pas qu'un sujet de femmes, c'est un sujet d'hommes et de femmes, finalement, de promouvoir la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Mais il y a besoin d'une prise de conscience. Et c'est pour ça que on s'est dit qu'il fallait compter les femmes pour qu'elles comptent. Bien sûr. Et donc, on a fait une étude pour mettre en évidence qu'il y avait dans la tech 15% de femmes entrepreneurs et qu'elles n'étaient financées qu'à hauteur de 5%. Et que c'est un des problèmes majeurs. D'ailleurs, quand on regarde les sociétés scandinaves, le Danemark, la Finlande, la Suède, etc., qui sont beaucoup plus égalitaires dans leur manière en fait d'aborder les hommes et les femmes, il y a quand même moins de femmes entrepreneurs et c'est souvent lié au fait qu'elles n'ont pas le réseau, qu'elles n'ont pas de rôle modèle, suffisamment de rôle modèle, et qu'elles sont moins financées finalement que les hommes. Et en plus que l'entrepreneur en tant que tel est très masculin, donc c'est beaucoup plus difficile ou moins naturel finalement. C'est un monde en fait qui est moins naturel à intégrer. Oui, vous soulignez en fait que le sujet est un petit peu des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois l'environnement global est
portent davantage à penser que ce sont des hommes qui doivent faire ceci ou cela, Oui. À la fois que les femmes n'ont pas toujours suffisamment confiance en elles. Certaines personnes n'aiment pas qu'on dise ça parce qu'on a l'impression qu'on donne tort aux femmes, pas du tout. Mais c'est un fait. On a des femmes qui ont un petit peu moins confiance en elles et qui de ce fait n'arrivent pas à trouver les mêmes ressorts, les mêmes leviers, avoir le même réseau, etc. Donc ça, c'est un sujet très important. Et il faut effectivement en parler, il faut pousser. Alors, je trouve que sur le financement, ce qui a été fait, ça concerne d'ailleurs surtout la partie capitale. Donc c'est le capital de départ qui fait le nerf de la guerre. Et c'est vrai qu'une initiative comme Sista et tout ce que vous faites contribue à essayer de rendre plus égalitaire quelque chose qui ne l'est pas du tout aujourd'hui. Alors, vous-même, en tant qu'investisseur, comment vous vous attachez justement à avoir un portefeuille équilibré avec des participations équivalentes? Oui, alors j'essaye. Je dirais que ce qui compte, c'est bien sûr le projet et la force du projet. Le fait est que j'arrive à avoir 50% d'investissement dans des entreprises portées ou cofondées par des femmes et 50% dans des entreprises cofondées par des hommes. D'ailleurs, quand je rencontre en fait des projets cofondés par des hommes, je leur suggère toujours de s'associer avec une femme en plus. Parce qu'il y a aussi l'association qui est très positive. C'est tout à fait possible. Mais dans mon portefeuille d'investissement, j'ai réussi jusqu'ici à avoir 50-50, donc c'est possible. Oui, mais alors vous dites réussi, vous dites que c'est possible, mais on sent qu'il y a un effort quand même. Donc l'effort qu'il y a au sourcing... J'essaie de l'aborder de manière très consciente, parce qu'en fait, comme je suis consciente de ce biais, qui est qu'on fait moins confiance aux femmes, et ça, mais depuis en fait l'école primaire. Il y a une étude du ministère de l'Éducation nationale qui est sortie là pour le 8 mars, qui est hyper intéressante. Jusqu'au CP, les filles ont le même niveau en maths que les garçons, et parce qu'on fait moins confiance aux filles, en fait les filles se font moins confiance parce elles vont moins vers les maths, parce qu'on ne leur fait pas confiance non plus. Elles décrochent en maths en fait, et c'est assez intéressant comme étude. En tout cas, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et donc finalement, j'essaie d'aborder le sujet de manière beaucoup plus consciente et de manière très consciente de mettre mon argent et d'investir de manière à vraiment soutenir de manière égalitaire les femmes et les hommes dans leurs projets entrepreneuriaux. Mais je crois que au fur et à mesure, plus il y aura de personnes qui... Je pense que la prise de conscience, comme vous le dites, elle est faite. Et maintenant, c'est chaque fois les moyens. Et les moyens, finalement, c'est plutôt s'obliger en toutes circonstances à se poser la question de les femmes, les hommes et l'équilibre. Et on va y arriver. Dans un premier temps, il faut être volontariste. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et ensuite, après, les choses se feront naturellement. Parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y aura des rôles modèles féminins plus importants. Il y aura des réseaux plus importants de femmes entrepreneurs. Et du coup, de manière naturelle, en fait... On arrivera à inverser. Voilà, on arrivera à inverser la tendance. Mais là, je pense qu'il faut vraiment y aller de manière un tout petit peu plus volontariste. C'est pour ça que Tatiana Jama a aussi fondé le fonds Sista Fund pour finalement soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Écoutez, très bien. Donc, on est bien d'accord sur le fait qu'il faut poursuivre avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. Mais on va retenir le verre à moitié plein de tout ce qui a été dit. C'est qu'il y a beaucoup de progrès. Voilà. Bon, il nous reste à accélérer, mais on va y arriver tous ensemble. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Cette émission donc est terminée. Bon, j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.